Bienvenue sur ma chaîne Objectif Dev dédiée à l'optimisation des connaissances informatiques au travers d'illustrations. Précédemment, je vous avais présenté Internet, le web, ce qu'était une carte réseau, l'adresse MAC, le protocole TCP/IP, le fonctionnement et l'affichage du navigateur et la relation client-serveur. Et je vous avais promis un autre volet qui évoquait les noms de domaine, le DNS et les types d'hébergement de vos sites. Et juste avant de parler des noms de domaine, je voulais faire quelques rappels historiques, car dans les précédentes vidéos, je vous avais présenté ARPANET, qui était le premier réseau d'ordinateurs à distance et qui contenait 2-3 ordinateurs. Dès décembre 1969, un quatrième ordinateur vient compléter le réseau ARPANET. C'est seulement en 1981 qu'un nouvel ordinateur est ajouté au réseau environ tous les mois. Et jusqu'en 1972, nous appelions nos sites à partir d'une suite chiffrée. Et parce qu'il était compliqué de retenir une série de chiffres, nous avons inventé les noms de domaine pour des raisons finalement de mémoire. En 1974 naît le terme IP, Internet Protocol, et en 1980, le logiciel Bind voit le jour. Il permet au DNS, nous en parlerons plus tardivement, d'associer l'IP au nom de domaine. Donc en résumé, on a un site que l'on identifie au départ par une suite chiffrée qui dispose désormais d'un nom de domaine, et on a un logiciel Bind qui va faire la correspondance entre nom de domaine et IP et qui va permettre au DNS, donc à l'annuaire, de retrouver le site. Bind est devenu un standard, c'est-à-dire un modèle à suivre. La question qui se pose, c'est comment se fait cette correspondance entre IP et nom de domaine. Eh bien, au début, c'est à partir d'une table de correspondance sur un fichier host.txt, que, voilà, que se fait cette liaison entre l'IP et le nom de domaine. Ce fichier est maintenu et donc sous la maintenance, du Network Information Center, NIC, qu'Elizabeth G. Fendler manageait, que l'on appelait JEC. Et puis, cette maintenance manuelle, elle devient complexe du fait de l'explosion de la taille d'Internet. Et à un moment donné, on détermine qu'il va falloir trouver un autre système. Et c'est la résolution de nom qui va venir supplanter le fichier TXT, host.txt, qui existe cependant toujours. Cette résolution de nom, elle est implantée dans les systèmes d'exploitation des ordinateurs et nous allons voir un petit peu comment tout ceci s'articule. Donc déjà, pour rappeler le fonctionnement du fichier host.txt, on saisissait une URL, on sollicitait le fichier host.txt, sa table de correspondance, donc c'est-à-dire quel IP correspond à tel nom de domaine, et si la correspondance se produisait, le navigateur affichait le site recherché et donc trouvé, et si ce n'était pas le cas, et ben dans ce cas-là, il se passait autre chose. Et c'est un petit peu parce que à un moment donné, on ne peut pas continuer à fonctionner seulement avec un fichier, que pour trouver tous nos sites, il a fallu passer à autre chose. C'est là qu'on va passer à ce qu'on appelle la résolution de nom de domaine, qui est en fait la formulation pour dire je cherche une adresse, ou du moins quand je cherche mon site, je le trouve et comment ça se passe. Et c'est devenu une question fondamentale étant donné qu'en janvier 2020, nous sommes à plus de 1,74 milliard de sites web. Il faut bien trouver une solution qui nous permet de trouver nos sites à coup sûr. Donc là, on a un schéma de la résolution de nom de domaine que je ne vais pas détailler, mais que vous pouvez retrouver sur assist.com. Moi, je vais vous expliquer ce qu'il en est du fonctionnement du DNS. Alors, la résolution de nom de domaine, c'est chaque ordinateur est équipé d'un système d'exploitation, donc il contient le résolveur DNS ou DNS. Celui-ci est matérialisé par une adresse IP puisqu'il s'agit en fait d'un serveur. Le DNS est le système de nom de domaine et c'est lui qui permet de retrouver le site recherché. Et en fait, dans ce système, on a plusieurs DNS racines. On a 13 autorités qui détiennent donc un DNS racine. Donc 10 aux États-Unis, un en Suède, un aux Pays-Bas, un au Japon. Donc le résolveur DNS interroge l'un des DNS racines
qui vérifie l'extension qui lui permet de déterminer sur quel DNS envoyer la requête pour retrouver notre site. Voilà exactement comment ça se passe. Le résolveur DNS de notre ordinateur s'adresse au premier serveur racine DNS. Il lui présente son extension .fr ou .com par exemple. Le DNS racine identifie l'extension, il adresse la requête au DNS de niveau 1 qui gère les extensions. Celui-ci recherche les noms de domaine associés et oriente la recherche vers le bon serveur DNS de niveau 2 qui détient le fichier. Et ce fichier est envoyé et retourné au résolveur DNS qui a donc rempli son rôle. On a trouvé notre site. Donc la résolution de nom de domaine nous a permis de trouver notre site et le navigateur va l'afficher sur notre ordinateur. Et là, on a un second mécanisme qui entre en jeu, c'est celui du cache DNS. C'est une mémoire temporaire. Elle est implémentée de la donnée que l'on a obtenue, c'est-à-dire le nom de domaine, lorsque le site a été chargé une première fois. Notre navigateur enregistre dans son cache DNS les coordonnées du site, ce qui lui permet, lors d'une seconde recherche, d'afficher plus rapidement le site sans repasser par toute la recherche. Et c'est pourquoi lorsqu'on visite un site pour la seconde fois, il se charge plus facilement que lors de la première visite. Si le site n'était plus accessible, c'est peut-être qu'il a changé de serveur, on vide le cache, on recommence. Alors qu'est-ce qu'un site web? Parce qu'on parle tous les jours de site web, mais qu'est-ce qu'un site web? Un développeur code un site web, c'est-à-dire qu'il crée plusieurs fichiers qu'il enregistre dans un dossier. Ce dossier est constitué d'une suite de fichiers et c'est donc un site web ou une application. C'est ce fameux dossier. Certains fichiers constitueront la structure visible à l'écran avec un squelette en HTML, un style en CSS. D'autres fichiers permettront de gérer le routage, c'est-à-dire la navigation d'une page à une autre. D'autres encore géreront l'accès aux bases de données et d'autres le traitement de ces données. J'ai voulu aussi vous ajouter quelques indispensables, c'est-à-dire que lorsqu'on crée un site web, on va prendre l'exemple d'une naissance. Dès sa naissance, on lui donne du contenu, un nom, on l'enregistre et on l'héberge. Et à la disposition des concepteurs, on a aussi des sites clés en main, je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure. Alors, on parle d'enregistrement. Pour enregistrer des sociétés, pour enregistrer des sites web, on a des sociétés qui commercialisent des noms de domaine, notamment l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui détient le monopole sur les noms de domaine. C'est une société américaine qui délègue et qui commercialise à d'autres sociétés des noms de domaine pour les autres pays, puisque l'ICANN gère ceux des États-Unis. Donc l'AFNIC concerne la France, .fr pour la France, .pm pour Saint-Pierre-et-Miquelon, .re pour l'île de la Réunion, etc. etc. Alors, en tant que je vous ai noté l'adresse et le lien de l'AFNIC. En tant que Française et à ce sujet, c'est-à-dire les noms de domaine, je souhaitais vous faire partager l'admiration que je voue à Louis Pouzin et je ne peux m'empêcher de vous recommander d'écouter sur YouTube ses interventions sur la gestion des noms de domaine et la société qu'il a créée, RINA. Je vous joins un lien, il y en a tant d'autres, donc n'hésitez pas. Alors, comment se compose un nom de domaine? D'abord, on a les 3 W du World Wide Web, le nom de domaine qui est le nom choisi pour le site. Souvent, les entreprises utilisent leur nom de société. Et puis, le fameux TLD, Top Level Domain, c'est-à-dire l'extension. Et comme on vient de le voir, ce n'est pas un simple ajout, c'est bien une clé pour rechercher le site comme nous l'avons vu dans le développement sur le DNS. J'ai ajouté une citation trouvée sur le site domains.google et qui rappelle ce qu'est un hébergeur DNS. Avant tout, c'est une entreprise qui garantit la fameuse correspondance entre IP et nom de domaine. Elle garantit donc l'enregistrement comme ressource sur les serveurs DNS. Votre site devient une ressource que le serveur DNS va mettre à la disposition de ceux qui le recherchent. Je vous ai parlé des offres clés en main, j'en donne quelques exemples. Le top 5 en 2020, on a Wix, WordPress, le site 123 ou 123, Jindo, Squarespace et il y en a d'autres encore. Et puis, je vous avais promis donc, pour terminer, d'aborder les types d'hébergement
d'un site web, mais ça, sans entrer dans le détail, je vais vous citer en fait les 4 grandes catégories d'hébergement euh, pour un site web. Donc on a ce qu'on appelle le partagé. Ça, c'est pour les petits volumes, mais le moindre bug entraîne le bug de tous les sites. On a donc souvent des dysfonctionnements. Ensuite, on a l'hébergement dédié. Il s'agit de serveurs puissants, assurant rapidité de chargement, avec de l'espace, des configurations intégrées. Par contre, il faut être pointu en informatique. Le VPS ou Virtual Private Server, seulement 20 sites par serveur, il assure une excellente accessibilité, navigation, protection des données. Et enfin le cloud, que j'ai appelé nuage, successeur du VPS, avec une plus grande ergonomie et une sécurité optimale, avec un accès facilité pour les ressources de plusieurs serveurs. Nous pourrions détailler chacune de ces notions, mais là l'objectif c'était surtout de vous familiariser avec les noms en fait. Donc en résumé, dans les 4 vidéos que je vous ai présentées, j'ai apporté une définition au navigateur, au cheminement du contenu pour être affiché. Je vous ai présenté l'histoire du web, rappelé certaines technologies telles que bus de données, carte réseau, adresse MAC, pionnier d'Internet. Nous avons rappelé la structure d'une URL, en quoi elle nous permet d'accéder au site web. Et puis j'ai cité 4 techniques d'hébergement sur ce site, mais j'ai surtout parlé du DNS, du fichier host.txt. Je vous présente également les bibliographies parce que j'ai fait énormément de recherches pour mettre en place ces vidéos et que je voulais absolument donner à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que ce sont des données que j'ai trouvées un peu de partout sur le web et notamment sur les sites et ou livres que j'ai pu citer ici. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire un stop sur la vidéo, aller consulter ces sites. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup, mais il y en a tant. Ces informations ont été peu évidentes à regrouper. Il m'a fallu énormément de temps pour vous dire ces 4 vidéos m'ont demandé plusieurs mois de recherche. Donc là, notamment sur l'affichage sur le navigateur, j'ai trouvé la seule source, c'est Tali Garcil qui a créé une thèse. Elle est fondamentale, elle est très précieuse, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez sur la sécurité et le DNS assist.com que j'ai trouvé particulièrement bien fait, sur le DOM, hein, parce que c'est vrai qu'on a parlé aussi du DOM. Vous pouvez aussi retrouver une vidéo sur ma chaîne et qui vous expliquera tout le fonctionnement du DOM. Voilà, je voulais vous remercier de m'avoir suivi. Il y aura d'autres vidéos, bien entendu, et celle-ci clôt un petit peu la partie technique qui était un peu pas évidente pour moi, qui aujourd'hui, ces vidéos m'ont permis d'être un peu plus à l'aise, j'espère pour vous aussi. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à activer la cloche pour être informé de mes prochaines notifications. Abonnez-vous s'il vous plaît.